Ce sont les monuments les plus visités de France. En compagnie de Stéphane Bern, partez à la découverte de ces lieux exceptionnels dans nos 22 régions de France métropolitaine. Chaque jour, nous vous invitons à visiter une région et quelques-uns de ses plus beaux monuments. Mais attention, un seul d'entre eux accédera à la grande finale de l'émission. 3 experts, Philippe Glohagen, directeur du Guide du Routard, Sophie Jovillard, animatrice du magazine de voyage Échappée Belle, et Jean-Paul Olivier, journaliste, spécialiste des étapes culturelles du Tour de France, vous livreront leurs anecdotes et conseils pratiques sur ces fleurons de notre patrimoine. Vous avez été près de 200 000 internautes à voter au printemps dernier sur France2.fr pour élire vos monuments préférés, sélectionnés pour leur intérêt historique, artistique ou architectural. C'est probablement le monument préféré des Nantais. C'est un château qui est magnifique et vivant, vivant. Tous les jours, Stéphane Bern vous révélera le monument que vous avez choisi pour représenter chaque région. Alors aujourd'hui, quel monument avez-vous décidé d'envoyer en finale pour concourir au titre de monument préféré des Français? Pour le savoir, retrouvons tout de suite Stéphane Bern. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du monument préféré des Français. Je vous invite cette semaine encore à parcourir nos 22 régions de France métropolitaine pour vous présenter les monuments sélectionnés dans chaque région. Je vous rappelle le principe, un seul monument par région accédera à la finale et représentera ainsi sa région lors d'une grande soirée spéciale le 20 septembre sur France 2. Vous avez été très nombreux à voter sur France2.fr pour les départager. Découvrons ensemble le résultat de vos votes pour la région Poitou-Charentes. Mais avant de dévoiler le classement effectué par les internautes, parcourons cette terre de tradition baignée de légendes qui abrite des monuments d'exception aussi variés les uns que les autres. Aujourd'hui, nous nous hisserons au sommet des tours médiévales de La Rochelle, puis c'est sous terre que nous visiterons l'église d'Aucterre-sur-Dronne. Nous découvrirons aussi les secrets des nœuds marins à la corderie royale de Rochefort. Et toujours à Rochefort, nous irons voir sous les jupes du pont transbordeur. Nous visiterons le château de Cognac, cher au cœur de François Ier, et nous accéderons au sommet de la splendide cathédrale de Poitiers. Parmi tous ces sublimes monuments se cache celui que vous avez élu pour représenter le Poitou-Charentes lors de la grande finale du monument préféré des Français 2014. Découvrons tout de suite votre classement. En Poitou-Charentes, il y en a pour tous les goûts, et pas seulement à table. Prenez Poitiers par exemple, surnommée la ville aux 100 clochers avec pas moins de 78 monuments classés. Imaginez un peu les débats pour n'en choisir qu'un. Il fallait bien prendre l'un des plus beaux, et en l'occurrence l'une des plus belles, la cathédrale Saint-Pierre. On raconte que son magnifique orgue aurait été sauvé de justesse en 1791, à la Révolution, grâce à l'organiste qui, bien inspiré, aurait joué la Marseillaise. Vincent ne se lasse pas de photographier sa cathédrale préférée. Cet étudiant en histoire de l'art la met en boîte hiver comme été. Pas une seule gargouille n'échappe à son appareil de collection. Elle est époustouflante, elle est bluffante, c'est vraiment un bel édifice. Et même un édifice très imposant, près de 100 mètres de long. Sa construction a commencé en 1150 pour s'achever au 19e siècle. La cathédrale Saint-Pierre, que vous avez placée en 6e position, est donc un gros vaisseau gothique posé sur le centre-ville de Poitiers. Pour Vincent, la meilleure façon de l'admirer, c'est d'aller crapahuter sur les hauteurs. Depuis ce promontoire, on découvre l'arrière du monument. Une cible idéale pour ceux qui, dans le passé, n'aimaient pas les cathédrales. Durant les guerres de religion, en 1569, les troupes protestantes de l'amiral de Coligny ont assiégé la ville. Et ils se sont positionnés ici et ils ont pilonné la ville pendant 1 mois et demi. L'arrière de cette cathédrale a été touché par de nombreux boulets de canon. On peut encore voir les stigmates de ces boulets sur la pierre. Voici les vilaines cicatrices laissées par les projectiles. Mais face à la résistance héroïque de Poitiers, les protestants ont finalement levé le siège. Bonjour. Nous entrons. Oui. Claude est historienne de l'art. Cette spécialiste est subjuguée par l'architecture de l'édifice.
Là, tout est mis au service de la lumière. On utilise des voûtes bombées, on les aligne de façon à ce que la lumière pénètre par les côtés, mais pénètre de façon très très abondante. Au bout de la nef, voici le joyau de la cathédrale, le vitrail de la crucifixion, l'un des plus anciens vitraux de France. Il a plus de 800 ans. Il est particulièrement séduisant par sa couleur, par sa composition. C'est toujours la même émotion, hein, vraiment. Rapprochons-nous un peu. Nous découvrons les deux donateurs du vitrail, Aliénor d'Aquitaine et Henri Plantagenet. Deux tourtereaux du Moyen-Âge au destin royal. Ils se marient tous les deux, juste après le divorce d'Aliénor avec le roi de France, dans cette cathédrale, à Poitiers. Et très peu de temps après son mariage, il est devenu également roi d'Angleterre. Et il a donc eu ce qu'on appelle un véritable empire. C'est l'empire Plantagenet. Et Poitiers était une de leurs capitales, bien entendu. C'est également au Moyen-Âge que se développent les pèlerinages vers Saint-Jacques-de-Compostelle. À l'époque, certains pèlerins en provenance de Paris faisaient étape à Poitiers. En signe de reconnaissance, ils portaient des badges très coquets. Ils arboraient une coquille Saint-Jacques. Et certains faux pèlerins arboraient cette coquille tout simplement pour avoir le gîte et le couvert gratuitement. Et ce mot coquille est à l'origine de coquin. L'autre joyau de la cathédrale, c'est son orgue. Un instrument miraculé, car au XVIIIe siècle, les révolutionnaires ont voulu le détruire parce que trop religieux à leurs yeux. Mais les organistes de l'époque ont trouvé la parade pour empêcher sa destruction. L'orgue a été sauvé pendant la Révolution par ces organistes qui ont bien souvent utilisé ces jeux d'anches pour interpréter des airs révolutionnaires, comme par exemple la Marseillaise. Et ces airs révolutionnaires ont contribué à sauver des instruments qui étaient réquisitionnés pour être fondus, puisque le métal servait à faire des boulets de canon et autres réjouissances. Et du métal, il y en a beaucoup dans cet orgue. 3000 tuyaux de plomb et d'étain font résonner les plus belles pièces du répertoire classique. Il faut énormément de tuyaux pour avoir énormément de sonorités différentes. Mais un orgue, c'est aussi une forêt de bois cachée derrière le clavier. Alors ici, ce sont vraiment les entrailles de l'instrument, c'est ce qu'on appelle la mécanique. C'est tout ce qui permet à l'orgue de fonctionner, mais que personne ne voit jamais. Et tout ça, ça fait plus de 200 ans que ça marche. Ça marche encore, et pas seulement pour jouer la Marseillaise. Cette musique divine vous donne peut-être envie de vous élever un petit peu. C'est ce que va faire Vincent grâce à Paul. Ce paroissien est en quelque sorte le passe-partout de la cathédrale. Il nous propose un peu d'effort avant d'aller admirer l'une des plus belles vues sur l'édifice. Et alors là, c'est extraordinaire. La vue sur les toits, 5500 mètres carrés de toiture ici. Hein. C'est pas rien. Du haut de cette tour, on peut aussi admirer tous les édifices de la ville aux 100 clochers. Une vue réservée à ceux qui connaissent le maître des clés. Je suis vraiment un privilégié parce que je peux venir quand je veux. Et c'est sûr que aussi bien le matin, quand il y a un très beau soleil, on voit le soleil éclairer peu à peu l'ensemble des façades. Ça fait comme un tableau impressionniste un petit peu. Pour moi qui adore la photographie, là, il y a une vue panoramique qui est exceptionnelle. La suite de cette exploration secrète nous conduit dans un autre endroit interdit au public, les combles de la cathédrale. C'est l'envers du décor. Ces dômes en pierre, ce sont les sommets des voûtes de la nef qui se trouvent juste sous nos pieds. On a largement la place de mettre à l'intérieur de ce comble une église. C'est ça. Hein, exactement, hein. C'est la cathédrale au-dessus de la cathédrale, cette partie-là, avec 17 mètres de hauteur au faîtage. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il reste maintenant quelques marches d'escalier pour découvrir un dernier secret de l'édifice. La maîtrise de la cathédrale en pleine répétition, un chœur d'une trentaine de chanteurs. Il se produit en public lors de cérémonies religieuses et de concerts qui envoûtent la cathédrale de Poitiers.
Il n'y a guère que le Futuroscope qui pourrait lui voler la vedette. Déroulons la suite de votre classement et direction Cognac. Son eau de vie de vin, son festival du film policier et son château. 2 hommes présidèrent aux destinées du château de Cognac. L'inconnu, le roi François Ier, et un gourmet, le baron Otard, qui en fit une maison de Cognac au XVIIIe siècle. Si le baron jeta son dévolu sur ce château, c'est parce qu'il avait noté l'épaisseur des murs et les basses voûtes de certaines salles avec leur taux d'humidité parfait pour faire vieillir son breuvage. Voilà donc un monument qui, à l'image de l'alcool qui y est produit, a fort bien vieilli. Ceux qui vieillissent bien aussi, ce sont les rois du blues, les nouveaux seigneurs du château de Cognac. Depuis plus de 20 ans, chaque été, ils réveillent les vieilles pierres de ce château dont la première planche remonte à l'an 1000. 11 siècles plus tard, voici donc le château de Cognac, fleuron du patrimoine régional, que vous avez classé 5e. Bordant la rivière Charente depuis toujours, son histoire rejoint celle des livres d'écoliers. Car son plus illustre propriétaire n'est autre qu'un roi, François Ier, dont le destin commence ici, à quelques centaines de mètres du château. Une légende que connaît bien Vincent, charentais d'adoption et passionné d'histoire. Donc nous voici à 5 minutes à pied du château, dans le vestige de ce qu'était la forêt royale, qui était plutôt un endroit d'agrément, de promenade pour les dames du château. Et c'est dans ce petit parc, au pied d'un grand chêne comme celui-ci, que serait né François Ier. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Si l'endroit exact où naquit François Ier a longtemps fait débat, le lieu de son baptême en revanche n'est pas discuté. Il s'agit bien sûr de la chapelle du château, du moins ce qui en subsiste. Il ne reste pas grand-chose de cette chapelle, à part quelques traces comme ces départs de piliers qui constituaient la nef, en fait, la partie principale de la chapelle. Et vous pouvez le constater autour de moi, les restes de cette chapelle servent à une toute autre chose. Baptisé à l'eau bénite et non à l'eau de vie, le roi chevalier va profondément marquer l'architecture de ce château, dont les plus vieilles pierres sont contemporaines des remparts de la ville. La porte Saint-Jacques est un des derniers vestiges de l'enceinte qui entourait la ville au XIIIe siècle et l'une des dernières constructions de cette époque qui subsiste encore aujourd'hui. Au Moyen-Âge, ces remparts protégeaient le château qui était alors l'épicentre de la ville. Avec François Ier, le style du monument va profondément changer. La forteresse médiévale devient une résidence princière grâce notamment à la construction de ce grand corps de bâtiment. Conçu dans le plus pur style Renaissance, reconnaissable aux croisées d'ogives en forme de X ou plus rare en Y, comme celle-ci, ces immenses pièces mesurent plus de 60 mètres de long. Elles sont reliées par une curieuse ouverture. Ce passage n'existait pas en fait à l'époque de François Ier, puisque les deux salles ne communiquaient pas par cet endroit-là. On est ici à l'emplacement des 2 cheminées, avec un premier conduit ici pour la salle des gardes de la cheminée, et puis un second conduit ici pour la salle des États. Et sur cette autre cheminée, une sculpture originale, celle d'une salamandre, comme on en trouve ailleurs dans le château et même un peu partout dans Cognac. Nous partons à leur recherche dans la vieille ville avec Vincent qui nous explique le pourquoi du comment. François Ier est très présent à sa manière dans Cognac, puisqu'on va retrouver un certain nombre de maisons qui portent son emblème, la salamandre, comme celle-ci. La légende racontait que c'était un animal qui avait le pouvoir sur le feu, la capacité de le donner, de l'éteindre. Et donc cette notion d'investibilité était chère à François Ier. La ville est également marquée par un autre phénomène, qui lui n'a rien à voir avec François Ier, appelé le velours noir. Cette maison est recouverte d'un voile noir qui est assez caractéristique des maisons de Cognac, qui est en lien direct avec le cognac et l'évaporation des vapeurs d'alcool. Alors c'est vraiment une très légère poussière qui se détache assez facilement des murs. Et ce voile noir était d'ailleurs assez recherché autrefois, notamment par les jeunes hommes qui étaient en quête d'une jeune fille à épouser, puisque plus les murs étaient noirs, plus il y avait de cognac derrière ces murs et donc de richesse. Car François Ier n'est pas la seule star de Cognac. L'alcool qui porte le nom de la ville est très prisé, malgré l'évaporation de l'équivalent de 22 millions de bouteilles dans les airs chaque année, la fameuse part des anges. Le château est même devenu une maison de négoce depuis qu'un certain baron Otard s'y est installé au lendemain de la Révolution française.
Vincent rejoint Philippe, amateur de cognac autant que d'histoire. Là, le baron Otard, qui à cette époque-là cherche un endroit qui pourrait devenir le siège de sa maison et un endroit où il pourrait stocker ses eaux de vie. Et là, on a la chance d'avoir un chai absolument